Le 18 septembre 1962, une conversation pas comme les autres est sur le point d'avoir lieu. En pleine effervescence du comptoir suisse de Lausanne, dans les jardins du palais de Beaulieu, on assiste à ce qui est présenté comme le premier échange téléphonique via satellite entre la Suisse et les États-Unis. Cette expérience, qui s'inscrit dans le cadre de la présence de la NASA à cette édition, ouvre un monde de possibilités à la Suisse grâce aux satellites de communication. Au terme galvaudé de révolution, l'historienne des médias Marie Sando préfère celui d'intégration. Intégration d'une technologie qui va toutefois transformer l'équilibre médiatique valable jusqu'ici, une intégration qui permet à la chercheuse de lever le voile sur une histoire des médias conflictuels, avec son lot de lutte des pouvoirs, une histoire transnationale de la Suisse et une histoire intermédiatique. Autant d'analyses qu'elle développe grâce à l'examen de ressources inédites dans sa thèse qu'elle vient de publier aux éditions Alphil. Post-doctorante à la section d'histoire et esthétique du cinéma, Marie Sando poursuit ses recherches dans le cadre du projet FNS Operative TV. Elle développe une histoire alternative de la télévision avec l'étude des dispositifs en circuit fermé, à l'image des caméras de surveillance, un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Forte de son expérience et aux côtés des chercheuses Anne-Catherine Weber et Roxane Gray, Marie Sando s'apprête également à inaugurer une exposition historique, mais ô combien actuelle, la télévision en Suisse, 75 ans sous tension. Je m'appelle Donatella Roméo, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Marie Sando, bonjour. Bonjour. Vous êtes post-doctorante en section d'histoire et esthétique du cinéma. Vous venez de publier votre thèse que vous aviez défendue en 2023 en section d'histoire. Son titre, « De l'orbite au territoire helvétique, une histoire des communications par satellite en Suisse des années 1960 à nos jours ». Vous vous intéressez donc plus particulièrement aux satellites de communication. Mais de quoi parle-t-on ? Un satellite de communication, c'est un type de satellite particulier. Donc on connaît, le premier satellite artificiel a été lancé par l'Union soviétique. C'est le fameux satellite Spoutnik qui a été lancé en octobre 1957. Et s'en est suivi divers développements techniques. Et le satellite de communication est un satellite qui permet en fait de transmettre des signaux de radio, de télévision, de téléphone, de données d'un point à l'autre de la planète. Le 18 septembre 1962, au comptoir suisse de Lausanne, on assiste donc à ce premier échange téléphonique via satellite. Que représente cet événement pour la Suisse ? Cet événement, il revêt pour la Suisse différents intérêts. Cela dépend des acteurs dont on parle. L'un des acteurs principaux, un des instigateurs de cette présence de la NASA à Lausanne, c'est le département politique fédéral. Pour le département politique fédéral, la recherche spatiale a des intérêts de politique étrangère. Il s'agit de participer à ces innovations technologiques, à ces processus aussi qui ont une valeur géopolitique très importante, sans pour autant entacher la neutralité de la Suisse. Et la recherche spatiale, qui passe comme pour neutre et objective, est un moyen de participer à ces activités hautement géopolitiques en réalité. Ensuite, il y a les chercheurs, la recherche scientifique, incarnée par Marcel Golay au comptoir suisse, qui est vraiment aussi l'un des organisateurs principaux. Il incarne une partie de la recherche suisse qui souhaite bénéficier de ces balbutiements de la recherche spatiale. D'un point de vue technologique, qu'est-ce que ça augure, cet échange téléphonique ? Cet échange téléphonique, il est présenté comme le premier entre la Suisse et les États-Unis. C'est un peu à double tranchant parce que, évidemment, c'est vendu comme un spectacle. C'est mis en scène, on a la foule autour d'une cabine téléphonique, il y a des figures importantes comme l'ancien président Max Petitpierre, l'ambassadeur états-unien en Suisse, et puis de l'autre côté aussi des figures de la NASA et puis l'ambassadeur suisse à Washington. Et donc c'est présenté comme un grand événement. Sauf que si, certes, les communications satellites sont à leur balbutiement, donc on n'a pas du tout encore de programme de télévision satellitaire. Quand on fait des appels internationaux, en fait, ça passe par des câbles transatlantiques. Donc si, effectivement, cet événement est innovant, en fait, quelques mois avant, il y a eu, grâce au même satellite Telstar, le premier échange télévisuel
par satellite. Et du coup, en fait, les gens qui sont là, en analysant la presse et puis les comptes rendus, restent un petit peu pantois devant cet échange où, en fait, visuellement, on ne voit que des gens qui téléphonent, ce qui est plutôt banal à cette époque en Suisse. Vous allez entendre une expérience sensationnelle entre Washington et Lausanne via Telstar grâce à la collaboration active à laquelle nous rendons hommage de la NASA et du comptoir suisse. Ernest Neff, chef du service de presse du comptoir suisse, archives de la radio suisse romande, 1962. Nécessairement, par Telstar, une communication n'est pas aussi rapide en fonction de la première expérience États-Unis-Suisse que peut l'être une conversation entre Lausanne et Pouilly. Néanmoins, tout à l'heure, tout va brillamment marcher. Nous vous prions d'avoir quelques secondes simplement de patience et vous allez entendre les voix de personnalités éminentes à la tête desquelles nous saluons d'abord son Excellence McKenney, ambassadeur des États-Unis en Suisse. On parle de la conquête spatiale, mais la Suisse n'a pas de satellite propre à cette époque. D'ailleurs, elle ne participe pas, je crois, à la conquête de l'espace. Est-ce que ça va avoir un impact ? Alors non, la Suisse n'a pas et n'aura jamais un programme spatial proprement national, à l'inverse d'autres pays d'Europe occidentale, à l'instar de la France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne. La Suisse choisit la voie multilatérale, exclusivement multilatérale. Lors de ce comptoir suisse de 62, l'un des objectifs des organisateurs est de promouvoir la participation de la Suisse à la construction des organisations européennes spatiales qui sont en train d'être discutées entre représentants européens. L'idée, c'est de ne pas, pour l'Europe occidentale, c'est de ne pas être complètement à la traîne vis-à-vis des deux grandes puissances de la guerre froide, que sont les États-Unis et l'Union soviétique, qui sont, en 1962, les seuls pays qui ont les capacités de lancer des satellites et enfin voilà, qui ont un programme spatial. Et donc la Suisse va participer aux efforts européens et investir relativement peu d'argent, mais de manière stratégique, ce qui va lui permettre de participer à l'effort spatial européen à moindre coût. Toutefois, en matière de satellites de communication, les premiers satellites de communication européens quittent la rampe de lancement au début des années 80. Donc en fait, il faut attendre encore 20 ans pour que la Suisse puisse utiliser des satellites européens qu'elle aura financés en partie. Les débuts des communications spatiales en Suisse se font via le réseau Intelsat, qui est une organisation internationale mais qui est largement dominée par les États-Unis, qui lance le satellite Telstar qu'on utilise pour la NASA. C'est un satellite qui a été réalisé par la NASA, donc on n'est pas encore dans le réseau Intelsat. Le premier satellite Intelsat qui lance en fait la commercialisation des communications spatiales, c'est en 1964. Et la Suisse participe. Et c'est aussi une affiliation à Intelsat qui marque clairement l'appartenance de la Suisse au bloc occidental, parce que Intelsat est une organisation occidentale dominée par les États-Unis, ce qui est important à souligner dans le contexte de guerre froide dans lequel on est. Justement, alors qu'est-ce que ça va changer pour la Suisse d'avoir accès à ce style de communication ? En fait, que ce soit l'ASSR et les PTT, donc l'ASSR pour la télévision et la radio et les PTT pour le téléphone, l'échange de données. PTT, c'est l'ancienne poste, l'Office des postes et des télécommunications. Ça va leur permettre de faciliter les conversations téléphoniques et les échanges de programmes à l'international. Vous disiez que je préférais le terme d'intégration à celui de révolution parce que ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que ça ne bouscule pas grand-chose. Ça s'inscrit dans la continuité des pratiques, que ce soit de la SSR et des PTT. Alors les PTT, eux, ils sont plutôt réticents envers la technologie satellitaire. Ils trouvent que ça coûte trop cher, que c'est une technologie extrêmement lourde. Il n'y a de toute façon aucun intérêt pour la SSR et pour les PTT d'employer cette technologie au niveau national, parce qu'on est un tout petit pays, donc il y a
aucune incitation à déployer un satellite pour communiquer entre le Tessin et Genève. Il y a un réseau câblé qui est extrêmement dense en comparaison européenne, donc il n'y a pas besoin de ça pour le national. En revanche, les PTT ont besoin de plus de voies de communication pour la communication, notamment avec l'Amérique du Nord. Et ça leur permet d'écouler un trafic téléphonique qui croît de plus en plus avec l'Amérique du Nord. Et puis la SSR, de son côté, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de la coopération internationale qu'elle investit au sein de l'Union européenne de radiodiffusion. La SSR, c'est vraiment par ce biais qu'elle participe aux expérimentations satellitaires. D'une manière plus routinière, ça va permettre au réseau de l'UR, qui s'appelle l'Eurovision, d'échanger plus de programmes à l'échelle internationale et d'accélérer les échanges de programmes avec les États-Unis. Avant, on ramenait les programmes par avion, on partait en reportage aux États-Unis, puis on ramenait les bandes par avion. Ça va permettre d'envoyer des images quasiment instantanément des États-Unis à l'Europe, par exemple. Et du coup, on peut parler d'une révolution à l'échelle médiatique ? Je ne parlerai pas de révolution parce qu'il s'agit plutôt d'une intensification de pratiques qui existaient avant. Et le satellite s'intègre vraiment dans des logiques qui ne vont pas transformer l'état d'esprit et les pratiques. Elle s'insère vraiment dans les structures qui existent auparavant. Ce que je montre aussi, ce qui, en matière de l'UER, donc l'Union européenne de radiodiffusion, et de la SSR, c'est même que le satellite va avoir un effet de conservation pour ces institutions, que ce soit à l'échelle de l'Europe, des télévisions européennes et de la télévision suisse. On va plutôt avoir une attitude de méfiance et de crainte envers ces satellites de communication, compte tenu qu'il s'agit de technologies très lourdes, coûteuses, et qu'elles sont en fait entre les mains de quelques nations très puissantes. Et donc, c'est pour ça que les télévisions européennes poussent aussi énormément le développement d'un programme spatial européen. C'est le cas pour Marcel Besançon, qui est le directeur dans les années 60 jusqu'à début 70, le directeur non seulement de la SSR, mais aussi le directeur de la commission des programmes à l'Union européenne de radiodiffusion. Et lui, il va avoir une attitude plutôt de crainte vis-à-vis de ces satellites et prôner des politiques de programmes à l'UR comme à la SSR qui visent à plutôt conserver ce qui existe. C'est-à-dire qu'à l'UR, il faut protéger et défendre l'Europe. Et puis, à la SSR, il va prôner une politique des programmes qui met en avant la cohésion nationale, qui met en avant justement des programmes suisses de qualité pour, parer à ce déferlement de programmes satellitaires qui s'annonce. Alors justement, vous nous proposez d'écouter un extrait d'un texte écrit par Marcel Besançon au sujet de l'avènement des satellites de communication et de leur potentiel danger pour les télévisions d'Europe occidentale. C'est un texte publié en 1967 dans la revue de l'Union européenne de radiodiffusion. Il est lu par le comédien Laurent Sandeau. L'Eurovision n'est plus l'Eurovision. La technique a fait éclater son cadre. Les satellites lui montrent ses nouveaux chemins. Nous sommes entre deux ères. Le champ qui s'ouvre à la télévision, ou à la mondovision, est une immensité que couvre encore beaucoup de brouillard, d'obscurité. Cette obscurité n'est plus guère technique, elle est politique, financière. Par exemple, il n'est pas complètement absurde de se demander si seules les grandes puissances auront des satellites dont elles seules seraient les propriétaires. Si les pays moins importants en grandeur ne vont pas perdre le souffle à vouloir suivre le mouvement pour tenter de jouer leur rôle, si la télévision satellitaire ne va pas créer une inégalité entre pays, contraire à la Charte des Nations Unies, si les petits ne vont pas devenir des locataires, sinon les vassaux des grands. Mais ne glissons pas dans le pessimisme. Nous ne devons pas oublier que l'Eurovision, quelle que soit la forme qu'elle prendra, illustre et défend l'Europe, berceau de la civilisation. Pour cela, il vaut la peine de poursuivre l'effort en se mettant bien en tête que le progrès n'a pas de marche arrière. Dans votre thèse, vous parlez d'une histoire et d'une intégration conflictuelle. Est-ce que c'est de ça dont on parle ? Je dirais que ce que je viens de dire, ça s'intègre plutôt dans cette notion de non-révolution mais d'intégration.
avec cette idée de contrer les discours sur les nouveaux médias qu'on retrouve à chaque nouveau média. Hein. C'est censé révolutionner l'humanité, les manières de communiquer, les manières de penser. Je ne dis pas que le satellite ne change rien, mais je dis qu'il s'inscrit dans des logiques qui le précèdent et le dépassent. Pour ce qui est de la conflictualité, et ça, je m'inscris plutôt dans des réflexions sur le développement technologique en général, c'est aussi pour contrer l'idée, et ça va dans le même sens de ces discours de révolution, que les nouveaux médias, les nouvelles technologies ont des effets inévitables et qui sont intrinsèquement liés à la technologie. Ce que j'ai essayé de montrer avec le satellite, c'est que les nouvelles technologies sont saisies par des différents acteurs qui ont des places et des pouvoirs différents, des objectifs différents, des intérêts différents, et que les modalités de développement de la technologie va dépendre en fait des négociations entre ces acteurs, et que ces négociations, elles dépendent des rapports de force historiques en présence. Ce qu'on entend à travers votre discours, c'est qu'il y a aussi de très forts enjeux politiques. Évidemment. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure d'Intelsat, donc le réseau dominé par les États-Unis, on pourrait évidemment imaginer que la Suisse, enfin, matériellement, il y a plein de choses qui l'en empêchent, mais se disent « Ah ben non, je vais adhérer au réseau Interspoutnik, dominé par l'Union soviétique, qui est créé en 1971. » Évidemment qu'elle ne le fait pas, car il s'agit de réaffirmer son affirmation au bloc de l'Ouest. Et ça dépend aussi évidemment de critères matériels, c'est-à-dire que, en fait, concrètement, la Suisse, elle échange beaucoup plus avec les pays occidentaux, et en particulier les États-Unis et le Canada, qu'avec les pays du bloc de l'Est. On disait tout à l'heure que le satellite avait en quelque sorte bousculé un peu l'équilibre médiatique en tant que nouvelle technologie des années 60. Est-ce qu'on peut tirer des parallèles avec 2025 ? Évidemment qu'on peut tirer des parallèles avec 2025. Plus généralement, avec cette histoire de plus longue durée des nouveaux médias. Les nouveaux médias sont toujours un espace de lutte et de conflit entre les acteurs en présence. Qui va se saisir de cette technologie ? Comment on va décider de la développer, etc. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'IA, je ne suis pas non plus spécialiste d'Internet, mais ce que j'espère pouvoir montrer avec mon travail, mais avec énormément d'autres travaux sur la technologie et sur les médias, c'est que le développement technologique et le développement médiatique ne va pas de soi. C'est toujours des décisions, c'est toujours des luttes de pouvoir qui se jouent en termes juridiques, qui se jouent en termes culturels, qui se jouent en termes économiques. Et donc, aujourd'hui, on a évidemment cette IA qui est présentée comme inarrêtable et dont les modalités sont relativement peu questionnées. Sauf par énorme... Enfin, il y a des spécialistes qui critiquent le développement de l'IA aujourd'hui, évidemment. Mais je pense que réfléchir à la technologie dans une perspective historique permet d'avoir du recul sur cette idée de... On ne peut rien faire, c'est là, et ça avance de cette manière. Je pense que, justement, ça permet de se dire non, il s'agit de décisions politiques et elles ne vont pas de soi. En Suisse romande, quand on parle de satellites, on pense aussi souvent aux paraboles de Loesch-les-Bains, qui sont très connues. Quelle place est-ce qu'elles ont dans cette histoire des technologies de communication ? Les grandes paraboles, la grande oreille de Loesch, elle marque un tournant dans l'histoire des communications spatiales en Suisse parce que c'est la première station terrienne pour satellite de Suisse. Avant, tout ce qui est programme de télévision et téléphone passe en fait par les canaux traditionnels et vont jusqu'aux stations terriennes, soit de Fucino en Italie, soit de Pleumeur-Baudou en France. À partir de l'inauguration de la station terrienne de Loesch, les communications téléphoniques vont passer par là. Les échanges télévisuels continuent de passer par le réseau de l'Eurovision. De nouveau, ça renforce l'affiliation de la Suisse au réseau occidental, parce que c'est une station terrienne Intelsat, justement. Et moi, cette station terrienne, je l'ai analysée sur la longue durée et par le biais de ses représentations culturelles. Au moment de son inauguration en 1976, cette grande infrastructure est valorisée comme une marque de la participation de la Suisse
à la conquête spatiale, au développement des technologies les plus en pointe. Ce qui est intéressant à noter, c'est que en fait, ça fait déjà 10 ans que la Suisse utilise les communications spatiales. Mais c'est vrai que la matérialité de cette infrastructure, le fait qu'elle soit en plus visible, enfin la grande oreille, elle fait 30 mètres de diamètre, et puis elle est blanche, il y a quelque chose d'une esthétique lunaire qui va attirer les foules, des masses de touristes vont vouloir aller voir cette infrastructure, et en 1976, il y a même un pavillon d'exposition qui est ouvert pour faire face à l'afflux des touristes qui viennent voir l'infrastructure. Donc c'est cette matérialité de l'infrastructure qui donne comme une assise au discours sur la participation de la Suisse à la conquête spatiale. Jusque dans les années 80, cette grande infrastructure, elle va être investie par les PTT comme symbole de modernité, comme preuve de participation aux technologies de pointe, comme je viens de dire. Pour ma part, j'ai analysé pas mal de sources audiovisuelles et iconographiques de cette grande station. Il y a un florilège de photographies, de dessins, de vidéos qui montrent cette station et qui confirment encore ces potentialités esthétiques qui vont avec un discours sur la technologie. Et ces représentations, soit elles ancrent la station dans quelque chose d'helvétique, donc on va énormément la figurer avec les Alpes, qui sont un marqueur de l'identité suisse historique et pérenne. Soit on va la représenter, donc toujours cette grande parabole, mais avec en arrière-fond, par exemple, le monde, la Terre et cette interconnectivité internationale. Et ça incarne bien les discours, notamment des PTT suisses, qui sont les propriétaires de la station, mais plus largement des autorités suisses, sur justement cette grande antenne qui permet de valoriser et la connectivité internationale et la valeur suisse d'une grande infrastructure. Non loin de Sierre, en Valais, en direction de Brigue, l'on aperçoit ces grandes antennes paraboliques. Ce sont les grandes oreilles de la station terrienne pour satellite de l'OESH. Extrait d'une émission de télévision éducative, Télévision Suisse Romande, 1986. Cette élégante bulle est le pavillon d'exposition ouvert au public. On y découvre beaucoup d'éléments passionnants et peu communs. Maquettes de fusées, un satellite grandeur nature, un diaporama expliquant les fonctions d'un satellite, plusieurs panneaux graphiques montrant comment s'opèrent les liaisons satellite-terre, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette matérialité qui incarne des communications, des flux qu'on ne peut pas voir pour le grand public ? La matérialité de cette grande oreille, elle attire le grand public parce qu'en fait, les grandes infrastructures, par définition, ne peuvent être saisies dans leur entier en un seul clin d'œil. On ne peut pas voir le réseau satellitaire en regardant le ciel, on ne peut pas voir non plus le réseau électrique. Ces réseaux, on y a accès, et ça, c'est pas moi qui le dis, je me base sur les différents auteurs et autrices en études sur les infrastructures. Ces grandes infrastructures, on y a accès par le biais, par exemple, de certains bouts, en fait. Et ces bouts génèrent énormément de discours et permettent de donner un sens au réseau dans son entier. Ces significations, elles changent avec le temps, puis c'est ce que j'ai essayé de montrer avec la grande oreille, c'est que justement, jusque dans les années 90, toutes les représentations de cette grande oreille sont positives. Elles se déclinent à différents niveaux, mais elles sont positives. Elles sont d'ailleurs aussi, cette grande oreille, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est aussi appropriée à l'échelle locale. Chaque nouvelle oreille de cette station va être bénie par Monseigneur, je ne sais plus qui, mais du coup, elles vont aussi revêtir l'identité catholique du canton du Valais. Ce qui montre en fait la pluralité des appropriations qu'on peut se faire de ces grandes infrastructures, en fait. À partir en fait de la libéralisation des télécommunications en 1998, donc les PTT se séparent, ils deviennent La Poste et Swisscom, et ces grandes oreilles vont être revendues à une entreprise états-unienne. À partir de là, il y a privatisation, il y a une partie licenciement de personnes qui travaillaient là. Il y aura aussi des soupçons envers l'utilisation de ces grandes oreilles par la NSA, l'agence de renseignement des États-Unis. Ça va soulever des questions parlementaires à partir des années 2000, et puis avec les révélations d'Edward Snowden en 2015,
on aura de nouveau des interrogations, des objections, etc. Et donc là, on a une représentation des discours dominants sur l'infrastructure qui changent radicalement et qui vont se caractériser par le soupçon. Ce n'est plus une infrastructure suisse. Et puis, il y aura même des manifestations de jeunes étudiants. Les significations d'une grande infrastructure, même si visuellement c'est la même, changent avec le temps et le contexte. Avec Anne-Catherine Weber, qui est enseignante et chercheuse, mais aussi Roxane Gray, qui est chercheuse FNS à la section d'histoire et esthétique du cinéma, ici à l'Université de Lausanne. Vous êtes sur le point d'inaugurer l'exposition « La télévision en Suisse, 75 ans sous tension ». En quoi est-ce que cette exposition est représentative de vos recherches ? Alors, elle est représentative de nos recherches, je dirais, à nous trois, avec Anne-Catherine Weber et Roxane Gray. J'ai envie aussi de citer François Vallotton, qui est professeur à la section d'histoire, qui a dirigé nos thèses respectives à Roxane et moi. Donc c'est, je dirais, plutôt représentatif, non pas de mes recherches à moi, mais des recherches de toute une série de personnes qui travaillent sur la télévision et les médias à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. On pourrait aussi évidemment citer Nelly Valsan-Giacomo, Raphaël Rupenkuta, Mireille Berton, etc. Cette exposition, elle vise à faire une histoire de la télévision en Suisse par le biais du conflit, justement. Qu'est-ce qu'on entend par conflit ? L'exposition part de l'actualité, avec ces initiatives sur la redevance qui se sont succédées. En 2016, on a eu Nobilag, et puis là, on va voter au printemps prochain sur l'initiative 200 francs, ça suffit. Des initiatives qui visent à soit supprimer, soit réduire drastiquement la source de financement majoritaire de la SSR. Ces initiatives, elles suscitent d'importants débats sur l'avenir du paysage médiatique helvétique et puis sur l'importance ou pas à donner aux services publics de radio et télévision. Ces débats actuels sont particulièrement virulents et ils s'opposent à une idée fausse que la télévision, avant le numérique, vivait sa vie de mass média qui régnait sur le paysage médiatique. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, sans diminuer les transformations effectives qui se passent aujourd'hui, que la télévision, toute son histoire est jalonnée de conflits. C'est des conflits qui sont peut-être virulents et ouverts, comme par exemple les scandales autour de certaines émissions, où ça se termine au tribunal, voilà. Mais aussi des tensions en termes de lutte syndicale, des tensions aussi en termes de jeu d'échelle géographique, où une télévision de service public jongle toujours entre sa vocation nationale, ses liens internationaux, la nécessité de satisfaire des audiences plus locales, etc. En abordant la question de la télévision suisse par le biais du conflit, ça permet de faire une histoire qui touche énormément de sujets, mais qui permet de les problématiser, et on retombe à la question du pouvoir et du politique, c'est-à-dire de ne pas faire une histoire ou bien de faire une histoire qui montre les différents intérêts contradictoires qui la caractérisent. Cette exposition intervient dans un contexte particulier en Suisse, hein, vous l'avez dit, puisque ces débats sur la redevance de la radio-télévision dont est majoritairement, mais pas exclusivement bénéficiaire, donc la Société suisse de radiodiffusion, la SSR. Comment est-ce que s'inscrit l'exposition dans ce contexte-là ? Notre idée, c'est pas de directement participer au débat, mais c'est de proposer un pas de côté, de pouvoir mettre en perspective les débats actuels. Je dirais que la filiation la plus évidente avec la période actuelle, ce sont les années 80 et puis la fin du monopole de la SSR. Donc la SSR, elle avait un monopole sur les programmes de radio et de télévision jusqu'en 83. Donc personne d'autre n'avait le droit de diffuser des programmes de radio et de télévision. Et en 83, des chaînes de télévision et de radio privées ont eu le droit de diffuser des programmes à l'échelle locale uniquement. Ces années 80, c'est un moment de très forte pression sur la SSR et sur son modèle qui va mener à la libéralisation des ondes, à la fin de ce monopole. Et on a des acteurs qui étaient présents à cette époque dont le profil ressemble énormément au milieu anti-SSR, entre guillemets, aujourd'hui, c'est-à-dire des intérêts de l'économie privée, la droite parlementaire, et puis des éditeurs de journaux ou des acteurs médiatiques privés qui souhaitent gagner en importance. Est-ce qu'on a des exemples à donner de ces tensions dans les années 80 ? Il y a une personne qui incarne la figure anti-SSR, entre guillemets, de l'époque, c'est Walter Hofer,
C'est un historien et puis c'est un membre de l'UDC, suisse alémanique, qui crée en 1976 l'association pour la télévision et la radio, qu'on va rapidement appeler le Club Hofer. Et cette association qui se présente comme rassemblant les téléspectateurs et auditeurs est en réalité un lobby anti-SSR qui va produire énormément qui va intervenir dans la presse, qui va relayer les interventions parlementaires anti-SSR et puis qui va beaucoup critiquer les programmes de la SSR en disant que la SSR et ses programmes est noyauté par la gauche. Donc ça, c'est un acteur très virulent durant les années 70-80 qui va jouer un rôle important. Et puis, sinon, il y a l'équivalent en Suisse romande, la Fédération romande des téléspectateurs auditeurs qui fait plus ou moins la même chose. Et puis en termes d'acteurs médiatiques, là, le satellite éclaire aussi ce moment-là parce qu'on va avoir justement des discours qu'on peut retrouver aujourd'hui d'ailleurs, comme quoi, aujourd'hui on va dire « Ah mais le numérique a tout changé, la SSR n'a plus de sens ». Dans les années 80, on a plein de nouveaux médias comme le satellite, le câble et la télévision locale qui se développent énormément. Et on va dire non mais ces nouveaux médias, ils doivent être saisis par des acteurs privés et non pas relever du monopole de la SSR. On utilise la présence de cette technologie pour pressurer le monopole de la SSR. Et là, il y a des éditeurs de presse en particulier qui s'intéressent à la télévision par câble et à la télévision par satellite et qui vont, notamment pour la télévision satellite, qui vont proposer des projets de télévision satellite privée qui va mettre sous pression le monopole de la SSR. Et la SSR va devoir se défendre. L'émission telle quelle va d'ailleurs s'en faire l'écho de cette thématique. En mai 1980, le journaliste Jacques Pillet fait se confronter Édouard Haas, qui est le directeur de la télévision suisse à la SSR, et l'éditeur du journal La Suisse, Jean-Claude Nicole. Jean-Claude Nicole, vous me dites si je me trompe, qui est aussi le président de l'entreprise Telsat. Telsat qui a été créé quelques jours auparavant avec l'intention de lancer une télévision suisse privée par satellite. Une perspective qui, apprend-on à la lecture de votre livre, fait frémir la SSR et qui marque aussi les débuts de la diversification audiovisuelle de la presse. On écoute. Alors tout de suite, monsieur Nicole, pourquoi est-ce qu'un éditeur comme vous se jette dans une telle aventure, se place ainsi sur la ligne de départ? Vous trouvez étonnant, en d'autres termes, que des journaux s'intéressent à la télévision par satellite. Très franchement, pendant des années, les journaux ont vu dans les autres moyens d'information des concurrents. Aujourd'hui, notre conviction a fortement évolué. Nous pensons que les moyens d'information sont en fait les uns par rapport aux autres complémentaires, chacun a sa vocation. C'est dans cet esprit que lorsque s'est présentée la possibilité d'avoir une participation au satellite suisse de télévision, nous avons répondu oui. Mais qui sont les gens qui participent à Telsat? Il y a d'abord des éditeurs de journaux, des entreprises de presse, il y a des agences de publicité qui sont les agences fermières de journaux membres de la presse suisse. Je le précise tout de suite, à ce stade, exclusivement des publications suisses, donc cela a une assise suisse bien solide. Il y a également des associations comme la Fédération suisse des journalistes, il y a Société pour la publicité à la télévision, disons un nombre relativement élevé d'actionnaires et représentant des milieux relativement variés dans les moyens de communication, essentiellement presse écrite suisse. Mais face à eux, un puissant groupe économique britannique. Alors pourquoi les Anglais sur un satellite suisse? La réponse est très simple. Ce sont eux qui ont eu l'idée. Les Anglais sont venus nous trouver il y a un certain temps déjà et ils nous ont posé la question de savoir si nous étions intéressés à participer à la mise sur orbite d'un satellite suisse de télévision. Les débats sur le sens et les missions de service public qu'on a aujourd'hui en 2025, donc si je comprends bien, on retrouve un peu les mêmes questionnements dans les années 80 ? Oui, autour de la fin du monopole, avec d'un côté ces critiques sur la mainmise totale de la SSR sur le paysage médiatique, d'une part, sur des questions sur sa raison d'être avec un environnement technologique qui change, et d'autre part, la SSR qui se présente comme garante d'un paysage médiatique démocratique, garante de la liberté d'expression,
garante d'un paysage médiatique qui ne représente pas seulement des intérêts commerciaux et l'intérêt des plus forts. Et ces différentes tensions, on les retrouve dans les années 80 et aujourd'hui. Dans cette exposition, qu'est-ce que vous montrez ? Alors, on montre énormément de ressources différentes. On a beaucoup de photographies, on a des affiches, on a beaucoup d'extraits de presse que les visiteurs et visiteuses pourront lire. Et puis évidemment, on a des extraits audiovisuels, des extraits d'archives télévisuelles et puis une ou deux archives radio. On n'a pas tout misé sur les écrans. On a fait un choix de certaines choses particulièrement parlantes. On peut s'imaginer qu'une exposition sur la télévision sera bourrée d'écrans, mais ce qu'on veut aussi montrer, c'est que l'histoire de la télé se fait avec des archives papier aussi beaucoup. Est-ce que parmi ces archives, vous qui êtes une spécialiste de cette histoire des médias, certaines vous ont surprise ? Ce que j'ai beaucoup aimé dans la préparation de cette exposition, c'est qu'on change de logique par rapport aux méthodes de la recherche purement scientifique, avec justement cette idée qu'il faut valoriser visuellement le propos. Une archive ou une image qui m'a particulièrement plu, et je vais revenir au satellite, c'est une photographie magnifique d'un plateau de télévision qui célèbre les 20 ans de l'alunissage. Donc, on est en 89. Et c'est un plateau de la télévision suisse romande qui ressemble à une surface lunaire. Et puis, on a les mêmes présentateurs qui étaient là en 69, qui sont là sur la photographie. Et c'est vraiment une image que je suis très contente de valoriser et je me suis dit, mais oh là là, si j'avais trouvé ça pendant ma thèse, j'aurais voulu pouvoir en parler. En quoi est-ce que cette image est importante ? Alors, évidemment que 1969 et l'alunissage, c'est l'événement télévisuel par excellence, mondial. Enfin, voilà, il y a eu des émissions dans chaque région linguistique suisse. Et puis, malheureusement, les enregistrements n'ont pas été gardés. Donc, on n'a aucune trace d'archives télévisuelles de cette émission de juillet 69. Ça montre que bien après la fin de la course à l'espace, où c'était quand même ces années 60, c'est l'apogée de la fascination pour l'espace, on a quand même toujours des émissions sur les activités spatiales. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on a de nouveau envie d'aller sur la Lune, qu'on trouve ça pertinent ou pas, mais que ça reste en fait une matière ça nourrit un imaginaire qui est persistant et puis qui reste aussi très télévisuel. Enfin, ce plateau, il est splendide. Et par rapport à votre thèse sur les satellites, là, en l'occurrence, l'alunissage et les satellites sont intimement liés aussi. Oui, bien sûr. C'est grâce à 3 satellites Intelsat, justement, qui sont placés au-dessus de l'océan Indien, Pacifique et Atlantique, que ces images télévisuelles peuvent être transmises à toute la planète, quasiment en direct. That's one small step for man, one giant leap for mankind. J'aimerais revenir sur l'exposition. Donc, c'est 75 ans d'histoire de la télévision. Mais est-ce que c'est aussi 75 ans de l'histoire de la Suisse ? Alors oui, justement, on parlait des années 80. Donc évidemment que c'est un moment important pour l'histoire de la télévision avec cette fin du monopole. Mais c'est aussi justement ce moment où les visions libérales de l'économie et de l'économie des médias prennent une importance prépondérante. Il y a aussi ces émissions qui ont fait scandale dans les années 60, où c'était certaines émissions portées notamment par Nathalie Natt, qui mettaient en avant les jeunes, la jeunesse, et puis peut-être cet esprit 68 art de ces débuts des années 70, ce vent de révolte qui soufflait dans les jeunesses européennes. Certaines ont été interdites, donc ça montre bien aussi les tensions plus larges qui se passaient dans la société suisse à cet égard, contre des idées portées par la jeunesse et puis peut-être un cadre plus conservateur au sein des institutions et de la droite. Par rapport à l'exposition, 75 ans de télévision en Suisse, là on a parlé de la télévision publique, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de télévision que vous analysez ? L'exposition se concentre principalement sur la télévision en tant que mass média. Et puis en Suisse, avant justement les années 80, c'était dominé par la SSR. Mais on a un module, le dernier, qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il reflète nos recherches actuelles, en fait. C'est un module qui s'appelle l'autre télévision. C'est un module qui ouvre justement vers d'autres formes de télévisuel.
Nos recherches actuelles, elles portent sur la télévision en circuit fermé, ou la télévision industrielle, on appelait ça aussi. C'est en fait un dispositif qui n'est pas broadcasting, mass media, donc ce n'est pas de la télévision avec un diffuseur qui transmet ses programmes à une large audience. C'est un dispositif qui fonctionne en fait exactement comme les caméras de surveillance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui renvoie au sein d'un circuit fermé ces images à une ou quelques individus derrière des écrans. Ce dispositif en particulier, ça permet de tracer une autre histoire de la télévision, qui a été beaucoup moins étudiée que la télévision de mass media. Ce dispositif, il a été d'abord élaboré durant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, avec cette idée de faire comme des prototypes de drones. On fixait des caméras de télévision sur les avions pour mieux pouvoir viser et lâcher des bombes. Et puis, ensuite, à la fin de la guerre, ce dispositif qui est beaucoup moins coûteux que la télévision de mass media, plus léger, plus flexible, il a trouvé des applications dans différents domaines, que ce soit l'industrie, la médecine, les écoles, l'enseignement. Il s'est répandu massivement et c'est ce qui nous intéresse dans le cadre du projet Operative TV actuellement. Avec les satellites, vous avez vraiment travaillé à une très très large échelle, au niveau national, international. Là, vous êtes au niveau presque micro-local. Oui, exactement. C'est vrai que le satellite, c'est la technologie du global, de la large échelle, et puis que la télévision en circuit fermé, ça recouvre quelques centaines de mètres, quelques kilomètres au plus, et ça pose tout à fait d'autres questions. Et au lieu de penser en termes de réseau transnational et de grandes infrastructures, on va penser, moi je m'intéresse aux applications industrielles et au sein des entreprises, donc on va penser à qu'est-ce que la télévision, dans le cadre d'une entreprise, joue comme rôle, qu'est-ce qu'on lui assigne comme fonctionnalité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de faire une histoire des entreprises de l'après-guerre et de l'intégration de technologies médiatiques au sein de ces entreprises à un moment où il y a le plein emploi et il y a énormément de discours autour de l'automation, soit cette idée qu'on retrouve aussi aujourd'hui, évidemment, de remplacer l'humain par la machine. Et la télévision va être investie de ce type de discours dans les entreprises d'après-guerre, la télévision en circuit fermé. Vous pouvez nous donner un exemple concret ? De ces discours, vous dites de l'usage de cette télévision. Oui, bien sûr. Il y a l'entreprise des PTT suisses, on la retrouve, qui dans ces grands entrepôts logistiques de tri des colis, va, à partir des années 60, placer des systèmes de télévision en circuit fermé dans ses hangars. Plusieurs caméras sont placées dans les hangars pour surveiller les machines, le bon déroulement des machines. Vous savez, c'est aussi ce moment où on mécanise aussi le tri des colis. Il y a ces grands tapis roulants qui passent, etc. Il y a évidemment aussi des humains, des employés qui travaillent. Les caméras vont surveiller la bonne marche des machines. Et s'il y a un problème à un endroit, il y a un ou une contrôleuse à un endroit donné qui a 5-6 écrans de télévision devant lui, qui va pouvoir activer quelque chose, parler au haut-parleur pour dire qu'il faut aller régler ce problème. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles ont aussi la vertu de... Alors, dans le langage de l'entreprise, c'est voir si la force de travail ou bien les employés sont bien utilisés ou si il manque du travail où il y a trop de personnes sur une même tâche. Donc, c'est aussi, en fait, une gestion du travail. Et puis, ça implique aussi la surveillance, en fait, des employés. Si la poste de papa ne vivait que par ces facteurs, celle d'aujourd'hui s'est industrialisée. Nous allons voir brièvement 3 aspects de cette industrialisation. Tout d'abord, le tri des colis. Un tonneau des Danaïdes à vider perpétuellement. Reportage de la télévision suisse romande sur la modernisation des PTT, juin 1968. Pour canaliser ce fleuve de paquets, il a fallu construire de véritables gares. La Schanzenpost à Berne est l'installation la plus moderne des PTT avec celle de Lausanne, inaugurée récemment. Voici le poste de pilotage de Berne. Comme dans une gare, le responsable surveille ses aiguillages et peut manipuler 32 caméras de télévision. Les colis glissent sur les tapis qui se croisent et s'entrecroisent. Dans cette immense halle de la Schanzenpost, ces tapis roulants ne mesurent pas moins de 4,8 km. Si les postes de Lausanne et de Berne sont pour l'instant les plus modernes, les PTT voient déjà plus loin. Ils préparent une nouvelle poste pour Zurich qui sera encore plus perfectionnée. Elle sera de la 3e génération pour reprendre les termes des spécialistes. Cela veut dire qu'elle laissera une plus large part encore à l'électronique.
En quoi est-ce que historiquement, puisque vous êtes historienne des médias, c'est intéressant d'étudier ces circuits fermés? Ce qui est passionnant avec ces circuits fermés, c'est que c'est une lorgnette. On part de la télévision, mais ça nous permet en fait justement de faire l'histoire des entreprises d'après-guerre, de l'automation. Pour ma part, c'est ce qui m'intéresse. Un autre exemple, c'est le marché de Rungis à Paris, qui ouvre en 69, et puis qui est ce grand complexe ultra-moderne qui remplace les Halles de Paris. Et là, on insère un réseau de télévision en circuit fermé pour plus de transparence dans les cours. C'est censé afficher en temps réel les cours pour baisser les prix, croissance économique, etc. Donc les cours des marchandises vendues sur le marché, exactement. Et sur tous les autres marchés nationaux du pays. Ça a cette idée comme ça de rationalisation, de transparence. Et puis, ça vise à court-circuiter les marchandages et à faire baisser les prix de la nourriture. Et là, on va avoir une levée de bouclier impressionnante de la part des grossistes qui menacent de casser ces télévisions. Et ils vont complètement saboter aussi ces machines de récolte de données sur leurs produits, etc. Donc, ça permet aussi, cette étude de cas en particulier, parce que c'est rare de trouver des archives sur les résistances sociales, mais justement de documenter l'intégration de technologie dans un endroit et les résistances auxquelles cette technologie fait potentiellement face. Pourquoi l'axe technologique de l'histoire des médias vous passionne-t-il ? Ce qui me plaît, c'est peut-être donner du sens culturel, du sens politique et amener une certaine lecture des transformations technologiques qui n'est pas purement technique, justement. Et je trouve que c'est peut-être une matière un peu aride, mais que quand on s'y plonge et qu'on se donne la peine, après, on peut en tirer des discours qui prennent un peu de hauteur. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est particulièrement important de pouvoir faire ça parce que sinon, d'un point de vue, je vais dire des grands mots, mais démocratique, je trouve important de pouvoir produire du savoir accessible et critique sur la technologie parce que sinon, on en revient justement à cette fatalité du développement technologique qui a en fait des implications politiques et économiques énormes. Et puis, de pouvoir avoir une posture critique vis-à-vis de la technologie, ça me semble passionnant et essentiel. Oui. Merci beaucoup, Marie Sando. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre thèse qui vient d'être publiée aux éditions Alphil, De l'orbite au territoire helvétique, une histoire des communications par satellite en Suisse des années 1960 à nos jours. L'exposition « La télévision en Suisse 75 ans sous tension » est à voir du 30 septembre 2025 au 14 février 2026 au rez-de-chaussée de l'Anthropole, le bâtiment de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Vous trouverez toutes les informations et les dates des activités de médiation sur le site tvsoustension.ch. Un merci tout spécial encore au comédien Laurent Sando qui nous a accompagnés avec la lecture d'extraits d'archives. Pour aller plus loin sur les recherches de Marie Sando, vous trouverez également en description de ce podcast une bibliographie. Et si ce podcast vous a plu, partagez-le, mettez-nous des étoiles et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les travaux d'autres chercheuses et chercheurs. Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode du podcast de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. À très vite pour de nouvelles passionnantes du monde de la recherche en lettres.